Bienvenue à nouveau sur cet épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Alors, un épisode un petit peu différent des précédents pour ceux qui n'auraient pas pu visionner en tout cas les premiers épisodes. Le but, c'est de vous faire découvrir un certain nombre d'informations et d'astuces sur le domaine des placements financiers, des assurances de personnes, mais également des assurances cyber. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter l'un de mes partenaires qui va se présenter dans quelques instants. Un partenaire du cabinet Luma Protection et Patrimoine, qui intervient notamment donc sur le domaine des placements financiers, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, Goulven, est-ce que tu peux te présenter et Tout d'abord, présenter la maison Odo? merci, tout d'abord, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour aux futurs téléspectateurs ou comment on appelle ça, podcasteurs. C'est toujours un exercice qui est pas facile à faire, hein, puisqu'on est tous les deux réunis ce matin et on n'est pas forcément des gens qui sont confrontés à la discipline. En tout cas, merci de m'avoir invité, merci d'avoir pensé en partenaire, parce que ça c'est quelque chose qui est important pour nous, hein. Cette notion de partenariat, c'est une notion de confiance mutuelle, c'est une notion qui s'inscrit dans un parcours qui n'a aucune hiérarchie au niveau de nos entités, puisque on est dans une proposition, on pourrait appeler de courtase. Donc c'est une proposition où tout est proposé, rien n'est imposé. Donc ma présence n'était absolument pas imposée, je tenais à le signaler. Ensuite, merci de m'accueillir dans cette belle ville de Lannion, hein, qui fait partie du territoire auquel je suis attaché, hein, puisque comme si les gens n'ont pas encore retenu mon prénom, je m'appelle Goulven Casteret. Alors dans ce nom, il y a un prénom breton et puis il y a un nom qui est plutôt béarnais, hein, et j'en pourrais se dire que j'ai été parachuté. Enfin, ça fait quand même quelques décennies que nous sommes présents en Bretagne, et même on est présent en Haute-Bretagne et sur la côte nord, puisque je viens de Saint-Malo. Voilà. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer lors de ta mise en place de ton offre partenaire, hein, À la création de mon cabinet. à la création du cabinet donc Luma. Tu nous as demandé d'expliquer un peu qui on était, tu nous as demandé de faire un peu plus connaissance, dans des termes plus techniques que ceux qu'on va peut-être évoquer aujourd'hui avec les gens qui seront nos auditeurs. On va essayer de rester, et ça c'est pas non plus facile, Ouais. on va éviter tous les anglicismes, Ouais. hein, parce Il y en a que beaucoup. dans ce métier de la finance, il y en a beaucoup, et puis on va surtout éviter d'oublier de vulgariser un peu nos propos. Parce que dans nos relations qui nous animent, on serait dans une relation de professionnel à professionnel. Auquel cas, pour imposer sa compétence, on est obligé d'imposer un certain jargon. Mais là, aujourd'hui, si on veut intéresser les gens et pas les perdre dans les minutes qui viennent, on va essayer de rester très, très basique, mais pédagogique. Exactement. Voilà. Je pense que c'est ça notre volonté. Ouais, tout à fait. Et si à un moment ou à un autre, je déviais de ce chemin, n'hésite pas à me reprendre. Voilà, donc tu voulais qu'on Alors, présente peut-être la maison? la maison Odo, tout Bon, à fait, alors, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément la maison Odo, BHF d'ailleurs. oui, Odo BHF, oui. Alors, pourquoi la maison déjà? La maison, ça peut paraître un peu prétentieux. Enfin, je trouve que dans le mot maison, il y a une notion d'encore de quelque chose qui est fait à peu près par des hommes, pour des hommes. Et c'est pas une maison totalement digitalisée, c'est pas une maison déshumanisée, hein, c'est une maison qui est tenue par une famille. Parce que les gens me disent: «Pourquoi Odo?» ODDO, ça veut dire quoi? Organisme? Non, non, maison Odo, c'est une famille, qui est la famille Odo. Et la famille Odo, elle fait des affaires dans la finance depuis très longtemps, puisqu'elle a démarré en 1849. Et en 1849, vous avez un agent de change à Marseille. Et là, on part de loin. On n'est plus en Bretagne. On n'est pas en Bretagne, on n'est pas encore à Paris. Et en 1849, vous avez un agent de change qui s'installe, qui crée sa charge d'agent de change, un métier qui n'existe plus. Mais comme quoi, quand les gens savent s'adapter, les métiers existent toujours. Mais en tout cas, ils ont changé de pratique, ils ont changé de façon de procéder. Mais bon, très rapidement, on va pas s'arrêter à 1849 pour remonter jusqu'en 2025. On va accélérer le mouvement jusqu'en 1970. En 1970, il y a une partie de la famille Odo qui vient s'installer à Paris. Et c'est Bernard Odo, le père de Philippe Odo, qui est l'actuel dirigeant, le maître à bord, on va l'appeler l'associé commandité. Alors, pourquoi un associé commandité? Parce qu'aujourd'hui, le groupe Odo BHF, c'est une société en commandite simple par action.
Ça peut paraître quelque chose de très technique, non, mais c'est ça quelque chose que vous allez comprendre assez facilement. C'est que quand vous êtes dans une société en commandite simple par action, vous êtes responsable sur vos fonds propres des pertes de l'entreprise. Donc ça donne déjà un niveau d'implication Ouais. que peut avoir le dirigeant, Mmh. les actionnaires. Et donc comme on confie une cargaison à un armateur, on confie un chiffre d'affaires annuel et des résultats ou des pertes à un armateur. Et cet armateur, c'est le gérant commandité. Et donc, si on va faire une comparaison dans des gens qui pourraient ressembler ou à qui on pourrait ressembler, où on aurait un certain ADN commun, en tout cas dans la structure capitalistique et dans la façon de faire le métier, et c'est souvent des gens qui me disent: «Mais on connaît pas Odo». Alors moi, j'ai une déformation, je dis la maison Odo, mais on connaît pas Odo, mais on connaît Rothschild. Et je dis souvent: «Vous connaissez Rothschild, pourquoi?» Je dis: «Moi, dans ma Bretagne natale, là, moi, à Saint-Malo, il y avait une fête foraine, au mois de janvier qui précédait les fêtes de Noël, enfin qui suivait les fêtes de Noël. Et quand je demandais 5 francs à mon grand-père, le mercredi pour aller faire des tours de manège, il me les donnait. Et quand je lui redemandais le samedi, il me disait: «Goulven, écoute bien, je t'ai déjà donné 5 francs mercredi, c'est déjà pas mal. Je peux pas te donner 5 francs le samedi parce que je suis pas Rothschild». Et donc il y a beaucoup de gens qui connaissent Rothschild parce que c'est passé dans le langage courant et puis, et là on n'est pas là pour en faire de la publicité, mais on est là pour essayer d'expliquer et de Ouais. de poser l'un à côté de l'autre les 2 établissements. Et donc il y a certains chefs d'entreprise qui viennent nous voir, dans des réunions à Paris ou éventuellement dans l'Ouest, parce que mon métier, moi, c'est d'animer, comme tu le sais bien, Mmh. c'est d'animer les partenaires. Alors on va les appeler les conseillers en gestion de patrimoine, on va les appeler les courtiers en assurance de personnes, on va les appeler les family office, on va les appeler les conseillers d'investissement. Mais vraiment, on va les appeler toute personne qui est capable Mmh. juridiquement de contracter avec nous une convention de partenariat et que cette convention de partenariat nous permette de travailler ensemble. Voilà, de développer une gamme de produits dont on aura l'occasion de discuter certainement un petit peu plus tard. Mais pour revenir sur cette anecdote de mon grand-père, qui disait je suis pas Rothschild. Et effectivement, quand je parle de ça à beaucoup de gens qui sont du territoire ou ailleurs, ils disent: «Bah oui, on connaît Rothschild, mais on connaît pas Odo». Bah, je dis: «Parce que, on connaît Rothschild, mais on dit riche comme Rothschild, mais on dit discret comme Odo». Et ça, c'est vraiment une des spécificités de cette maison, de cette banque aujourd'hui, hein, puisque le temps a passé et d'une activité d'agent de change, on est devenu une société de bourse, d'une société de bourse, on est devenu une société de gestion d'actifs, et puis après, on est devenu une société de gestion d'actifs et réellement une banque en 2004. Et puis en 2007-2008, la maison, elle a subi les mêmes affres que l'ensemble du métier. On va pas s'en cacher, on a aussi souffert la crise des subprimes, Mmh. on a souffert de la crise financière de Madoff, on a souffert de la crise des taux souverains et de Ouais. la crise de la dette, mais on a essayé toujours de ressortir encore plus fort, d'apprendre des erreurs du marché et de nos erreurs, et surtout de faire en sorte que ce trésor de guerre que la famille a accumulé depuis des générations, ce qu'on appelle les fonds propres, Mmh. ces fonds propres, ils sont au service de la maison, ils sont totalement liquides. Et Philippe Odo, qui m'a recruté en 2001 déjà, ça fait déjà quelques années, me disait: «Attention, avec l'argent des autres, on fait toujours beaucoup de choses, Mmh. et il faut faire très attention parce que c'est souvent le travail d'une vie». Et là, dans ce qui nous intéresse, dans l'établissement dans lequel on propose de rentrer, eh bien, c'est un établissement qui est détenu, par la famille en majorité. Et puis vous êtes, X% des collaborateurs. Alors aujourd'hui, on peut le dire, la maison, elle est détenue à 65%. Le groupe Odo est détenu par la famille Odo et plus particulièrement par Philippe Odo et sa fratrie. Et puis nous sommes, 30% des collaborateurs français, hein, à détenir, 25% du capital. Et le reste, on va appeler ça un peu, si on fait un peu de, on peut utiliser un mot anglais, mais si on fait un peu de family and friends, eh bien, il y a des gens comme les Bettencourt, que tout le monde connaît, les gens comme les Belon, les Belon, la famille Belon, les fondateurs de la Sodexo. Et puis, il y a aussi des banquiers, un banquier suisse qui nous a tupé, il nous a échangé la banque Landolt à Genève contre des parts du groupe Odo. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on doit présenter la maison, en quelques chiffres, la maison, c'est un peu plus de 850 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus d'1,158 milliard de fonds propres, totalement liquides.
C'est une notation et ça, c'est important pour les gens qui écoutent beaucoup. Est-ce que cette, société est bien notée? Est-ce qu'elle a un risque de défaut et Mmh. autres? Et lorsqu'on est dans un compartiment, solide, investment grade, sur des grandes entreprises, des grandes banques, régionales, mutualistes, coopératives comme on connaît, ils sont dans le segment, triple B. Bon, nous C'est les sommes fameuses agences de notation qui, voilà, c'est les agences de notation et nous sommes triple B+, avec une volonté d'être encore plus stable dans les années qui viennent et pour arriver sur une notation A. Et donc une notation A, on arrive dans les notations très, très supérieures des gros véhicules, des grosses banques, des gros véhicules d'investissement. Alors nous restons relativement modestes puisque, aujourd'hui le groupe compte et occupe, 3 000 collaborateurs, répartis sur 3 marchés domestiques, qui sont les marchés de l'Allemagne, qui est notre premier marché domestique, et c'est là qu'entre en jeu la BHF. La BHF, c'est l'aboutissement d'une période de croissance externe qui a commencé en 2011 par le rachat de banques, de filiales de banques étrangères en France, sur le territoire. On a racheté par exemple la banque Robeco qu'on a racheté aux Hollandais. On a racheté la banque d'Orsay qu'on a racheté à une banque allemande. Et puis à un moment, la volonté a été faite par le JMC, hein, donc le COMEX, hein, comme on dirait en français, le comité exécutif de la banque, qui comprend un certain nombre de personnes. Ça a été de traverser le Rhin et d'arrêter d'acheter des filiales sur notre territoire, mais de traverser le Rhin. Et Philippe Odo, qui est souvent la destinée de la banque dont il a hérité de son père, voire de son grand-père, de son arrière-grand-père, a voulu absolument rendre le couple franco-allemand une réalité en finance. Et ça lui a donné raison, puisque avec le Brexit, l'Angleterre est sortie de cette place forte qu'était sa place financière, et donc elle a laissé l'Europe se réorganiser, et l'Europe s'est réorganisée entre Francfort et Paris au niveau des places financières. Et donc nous avons, de façon concomitante, entre 2015 et fin 2016, nous avons racheté 3 établissements en Allemagne qui correspondent aux 3 métiers que nous faisions déjà et sur lesquels la banque se développe. Les 3 métiers sont la banque d'investissement. Quand vous entendez parler de la banque d'investissement, c'est tout ce qui est fusion, acquisition. C'est un peu l'agent d'affaires des grandes entreprises. On va aider des gens qui nous donnent mandat pour trouver de quoi consolider, de consolider leur groupe. On fait de la structuration de dette, on fait par exemple de l'introduction en bourse, mais on fait en ce moment plus de retrait de cote, donc Mmh. de désintroduction en bourse que d'introduction en bourse. Voilà. Donc tout ça, c'est une activité qui s'organise avec des professionnels dédiés. Donc ça, c'est la banque d'investissement. Deuxième métier qui permet le développement de Odo depuis quelques années et qui est très important chez nous, c'est alors, on est obligé de parler d'asset management, donc asset actif, management géré. Donc, c'est la gestion d'actifs pour le compte de tiers, où là, on a pu commencer en France il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, ça nous permet de gérer un peu plus de 100 milliards. Donc si je peux Oui, vulgariser justement le propos de l'asset manager pour les néophytes qui pourraient nous écouter, c'est finalement les professionnels qui gèrent, la façon dont l'argent va être investi sur les oui, marchés c'est ça. en fonction du contexte, macroéconomique, géopolitique. C'est ça, c'est tout ce qu'on appelle les fonds que pour les clients, c'est les SICAV, les OPCVM, les fonds communs de placement. Donc tout ce qui est en véhicule collectif, qui permettent de dire: «Vous nous avez confié une partie de votre épargne que nous avons mis dans un véhicule», souvent qui est organisé devant une thématique. Alors ça peut être les sociétés familiales cotées, ça peut être l'intelligence artificielle. Voilà, nous on essaie de travailler comme ça sur des thématiques. Alors répliquer les indices, ça peut sembler, être facile. Oui, on achète un ETF et on suit l'indice. Mais contrarier, l'indice et faire en sorte que sur des périodes de 5 à 10 ans, on soit plus performant Mmh. que l'indice lissé, ça nécessite des convictions, ça nécessite des compétences, ça nécessite de faire un choix, stratégique dans le fond en prenant, si vous voulez, on joue pas en bourse en fait, hein. On investit dans des sociétés. C'est ça la différence entre les gens qui disent: «Je joue en bourse, j'aime bien jouer en bourse». Non, nous on joue pas. C'est pas un jeu, comme on le disait, c'est de l'argent, c'est des fois beaucoup d'argent, c'est beaucoup de responsabilités, donc il faut qu'on embarque cette responsabilité et qu'on aille jusqu'au bout de nos engagements. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi, Goulven. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ETF, en fait, par exemple, si je suis investisseur, je peux, par exemple, vouloir investir sur le CAC 40 et j'ai 2 options, c'est-à-dire soit j'achète les 40 entreprises contenues dans cet indice boursier, il y a d'autres indices, le
S&P 500 aux États-Unis. Zadini, ouais. Et l'ETF permet en fait, sur une ligne finalement d'investir son argent et d'être ventilé sur cet indice. Ouais. Et finalement, la maison Odo, c'est une maison de conviction, hein, souvent justement. C'est-à-dire que plutôt que de répliquer des choses qui finalement existent déjà et qui sont pas forcément toujours les plus performantes, en fonction, des marchés qui sont très, mouvants, surtout depuis quelques années. Et bien finalement, le travail d'une maison comme Odo, c'est d'aller justement proposer, d'investir, pour les épargnants qui nous écoutent sur des thématiques fortes, avec une conviction du moment Mmh. qui peut évoluer dans le temps puisque faut s'adapter, il faut savoir s'adapter et donc ça peut être en effet investir dans des thématiques, investir dans des entreprises qu'on a sélectionnées qui ne sont pas forcément des entreprises en effet cotées, au CAC 40 si je reprends cet exemple-là. Donc finalement pour un investisseur finalement qui souhaite placer de l'argent, qui souhaite obtenir des performances dans la durée et avec des solutions qui sortent un petit peu des sentiers battus. Finalement, la maison Odo, c'est vraiment, un acteur justement qui vraiment a ces convictions-là, de pouvoir proposer quelque chose de différenciant, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on trouve au sein de la maison Odo? C'est-à-dire finalement, tu nous as présenté donc, comment est construit Odo, mais finalement, si je suis investisseur, quels sont les types de produits qu'on va retrouver, par exemple? Ouais, alors là, on décrit le marché, quoi, hein. Ouais, Donc, vous avez des gens qui quand vous répliquez un indice, vous n'avez pas besoin de conviction, vous avez besoin d'un peu de technique. ouais, Bon, il y a on achète l'indice et on vend l'indice. c'est ça. Et si quelqu'un, à la fin de l'année, vous dit, bah, l'indice a fait -7, bah, dites: «Oui, l'indice a fait -7, moi, qu'est-ce que j'y peux?» Vous vouliez acheter l'indice des 40 plus grosses valeurs françaises, bah, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises, il a fait -7. Et puis bon, je vous ai pris un peu de frais de gestion, donc votre fonds, il a fait, plus que -7. Et puis si l'indice fait +14, bah, voilà. Donc c'est pas s'engager dans Mmh. une politique de conviction, c'est s'engager dans une politique de réplique. Alors là, c'est du marketing de masse, et puis vous laissez le client, vous le laissez rentrer dans le magasin et puis vous le laissez faire son marché. Donc il peut acheter un ETF sur le Japon, un ETF sur les États-Unis, un ETF sur n'importe quel marché où on crée cette industrie. Bon. Nous, chez nous, vous ne trouverez pas d'ETF parce qu'on estime que d'abord, la recherche fondamentale qui est développée chez nous, c'est une recherche qui est bah, vraiment, qui est, je dirais, qui consomme de l'énergie, qui consomme des capitaux, qui fait qu'il faut des hommes. Et donc cette recherche-là, notre but, c'est de la produire et de la revendre. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, bah, le bureau d'analyse Odo. Alors on travaille autant sur les valeurs d'actions, donc on va appeler les valeurs d'action equity, et autant sur les valeurs de dette, donc les valeurs obligataires. Mais depuis qu'on a subi ces crises financières successives, on s'est dit que le meilleur moyen de ne pas subir, c'était d'agir. Et agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoter tout le papier. C'est-à-dire que faire notre analyse fondamentale de chaque opportunité d'investissement. Et comme on dit, on ne joue pas, on investit. Donc on investit souvent pour une durée relativement longue. C'est ce qui donne des résultats les plus probants. Et donc cette analyse fondamentale, il faut elle ait ses convictions et donc on constitue un portefeuille d'actions au sein d'un EPCVM, d'un fonds commun de placement ou d'une SICAV. C'est des Ça, c'est paniers, pas très ça c'est des grave, paniers, c'est des ouais. paniers. Eh bien, on est responsable de nos convictions. Donc, si à la fin de l'année, un client vient nous voir, on dit: «Voilà, le marché a fait, -10 et vous avez fait, -3», le client ne sera toujours pas content, d'avoir, fait -3, mais en tout cas, il dira: «Vous avez fait mieux Mmh. que le marché». Et donc c'est ce qu'on appelle l'alpha, c'est-à-dire générer de la surperformance, générer de la résilience ou générer vraiment, un contentement, qui est quand même mesurable et qui est plus simple à expliquer à un client. Et puis dans l'inverse, c'est vrai, voilà. Alors après, les clients, ils arrivent et ça, c'est le métier de ton cabinet, de toi-même, Sébastien, c'est d'arriver à mesurer l'appétence des clients au risque. On peut mettre tous les produits innovants de la terre, sur la table, et si le client, il sait pas ce qu'il doit choisir, c'est pour ça qu'il vient vous voir. Donc s'il vient vous voir et que, vous ne lui avez pas tracé le chemin et que quelqu'un qui voulait investir sur des supports très peu volatiles, vous l'avez mis sur des supports volatiles, ça va être compliqué de se justifier à la fin de l'année si on a une année compliquée en bourse. Ah, c'est ce qu'on appelle le profil investisseur, c'est-à-dire qu'en effet, quand les clients viennent me voir, au niveau du cabinet, donc Luma Protection et Patrimoine, on leur fait remplir un petit questionnaire. Je dis toujours, il n'y a pas de piège dans ce questionnaire. Ça permet simplement
de mesurer en effet le niveau de connaissance de nos clients, leur capacité à prendre des risques, qui est différente de leur volonté de prendre des risques, parce qu'il y en a qui ont la volonté mais pas forcément la capacité financière. L'idée, c'est pas jouer tout leur patrimoine dans des supports qui pourraient avoir en tout cas créer des pertes de capital importantes. Donc c'est mesurer cette capacité à prendre des risques et en effet cette volonté plus ou moins des personnes de prendre des risques. Parce qu'il y a toujours la difficulté, on le voit bien, les gens veulent gagner de l'argent, mais ils sont pas tous prêts à risquer en tout cas l'argent qu'ils investissent. Et pour autant, avoir du rendement sans une prise de risque, c'est quelque chose qui est pas compatible aujourd'hui. Et donc ça, on le mesure. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la finance, on voit il y a un choix d'investissement qui est énorme, qui est assez important, qui peut des fois dérouter les personnes qui souhaitent investir, qui ne savent pas forcément vers qui se tourner, vers quel acteur se tourner. Donc c'est vrai que c'est mon rôle aujourd'hui, depuis que je suis conseiller en investissement financier, de pouvoir travailler librement, comme tu l'as dit en préambule, avec des partenaires de qualité que j'ai pu choisir et qui m'ont choisi en retour, parce que finalement, c'est vraiment un travail où chacun a envie ou non de travailler avec l'autre. Et donc de pouvoir guider les personnes vers des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. On l'a évoqué là, un instant avec les indices boursiers qui sont très connus, et finalement, c'est qu'une petite partie de l'iceberg sur les possibilités qu'on a d'investir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des paniers qu'on appelle les OPCM, les SICAV, comme tu l'as justement dit. Ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans la technicité, finalement, c'est des supports d'investissement dans lesquels on peut retrouver donc des actions d'entreprise ou des obligations. Et l'obligation, pour faire simple, c'est je prête de l'argent finalement à des entreprises dans des secteurs d'activité différents et qui vont me rendre, dans l'idéal, ce capital, parce que malheureusement l'entreprise peut aussi faire défaut. À une date prévue. À une date prévue, avec un taux d'intérêt qui va être plus ou moins important selon la solidité financière de la société. Et c'est là qu'on retrouve les notations qu'on évoquait. Plus vous êtes dans un investissement risqué, plus vous êtes en bas au niveau des notations, vous êtes dans le C, double C, triple C. Alors là, on est dans des classes d'actifs qui sont très, très difficilement appréhendables pour le commun des mortels, parce que c'est des classes d'actifs relativement volatiles, mais on appelle ça le haut rendement. Donc, c'est des entreprises qui sont souvent fortement endettées et qui sont, pour lever des capitaux sur les marchés, obligées d'attirer l'investisseur par un taux de rentabilité, un taux de rendement qui corrobore le risque. Voilà. Et puis, vous avez des entreprises très, 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 très capitalisées qui, elles, par exemple des Danone, des Nestlé, des gens comme ça, qui sont pas obligés de montrer patte blanche pour lever des capitaux sur le marché parce qu'elles sont plus solides qu'un État, pour certaines. Et eux, ils disent, voilà, si l'investisseur attend pour cette signature-là, il est content. Voilà. Et donc, il a l'assurance que son capital, il est préservé et que le rendement, il est en référence avec le risque qu'il vient de prendre en nous prêtant de l'argent. Parce que c'est ça, en fait. Ce que les gens ont peut-être pas bien compris, c'est que si vous laissez de l'argent sur votre compte courant dans une banque, le compte courant, il va servir à quoi? Il va servir d'effet de levier au banquier pour lever de la dette. Et que si le banquier fait de mauvaises affaires, vous vous retrouverez à un moment ou à un autre avec une banque en dépôt de bilan, et donc le législateur a prévu des choses pour ça. C'est pour ça que vous recevez une information annuelle qui vous dit que, dans le cadre de la législation, vous êtes garanti sur vos dépôts à hauteur de 100 000 €. Voilà, mais quand vous avez eu un peu plus à mettre, c'est 100 000 € par établissement. Donc il y a des gens qui commencent à se poser la question de diversifier leurs dépôts, de diversifier leur position. Et puis il y a des gens qui disent, oui, alors moi je laisse pas ça en compte courant, je vais acheter un compte à terme, ou voilà. Oula, je dis, donc vous pensez qu'en achetant un compte à terme, vous allez être sorti de cet écueil futur qui pourrait arriver? Oui. Sinon, vous prêtez de l'argent à la banque. Et si la banque fait défaut, votre compte à terme, il sera jamais remboursé. C'est la même chose. Ouais. Sauf au niveau de ce qui est prévu par le législateur. Voilà. Alors que quand vous investissez dans un véhicule de placement, donc un fonds commun de placement, une SICAV, vous investissez en commun comme si vous aviez monté un club d'investisseurs, sauf qu'il est régi par un professionnel qui a toutes les accréditations pour pouvoir gérer votre argent. Et cet argent-là n'appartient plus à la banque, appartient aux associés du fonds commun de placement. Et elle s'est liée par un contrat de gestion avec, par exemple chez nous, Odo Asset Management, donc Odo Gestion d'actifs, qui est une société, comme une société de syndic gère un immeuble, Odo Asset Management gère les capitaux réunis d'investisseurs au sein d'un véhicule donné. S'il y a des dépôt de bilan de la banque Odo, cette SICAV, avec ses fonds,
ne sont pas dans le dépôt de bilan de la Banque Odo et sont identifiables et sont relativement cantonnés. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est pour donner la différence entre des gens qui me disent, «J'ai préféré, laisser l'argent sur un livret», ou j'ai eu, un banquier qui me rémunère mon argent à 7. En ce moment, un banquier qui rémunère de l'argent à 7, quand le marché est plutôt aux alentours de 2,80, voire 2,50 dans les taux viennent encore de bouger, je me méfie quand même de la solidité financière d'un établissement qui a besoin de payer du 7 Mmh. pour, se fournir en capitaux frais sur le marché et en faire quelque chose derrière. Alors si vous imaginez bien que si cette banque-là, elle vous rémunère du 7 et qu'avec cet argent que vous lui avez confié, elle va reprêter cet argent-là, par exemple, à des ménages endettés, avec des taux, comme on peut le voir parfois à la télé, à 14-15. Vous imaginez le taux de défaut qu'il peut y avoir sur, ces créanciers-là Mmh. et qu'à un moment, elle donne du 7 à son investisseur, elle essaie de prendre du 14 ou du 15 à son débiteur. S'il y a une dichotomie entre les masses, à un moment ou à un autre, on va au dépôt de bilan. Ouais. Voilà, bon, tout ça, c'est pas pour me faire peur aux gens, mais ça, c'est vraiment le métier de banquier pur, de travail de l'argent, donc au sein des banques. Ça, c'est ce qui fonctionne, partout. Nous, on va s'intéresser à quelque chose qui est un petit peu plus, précis, c'est la relation que Odo a par mon intermédiaire. Donc moi, je suis l'animateur régional, pour la région Ouest, depuis 2001. Et quand j'ai rencontré Philippe Odo fin 2001 et qui m'a dit: «Est-ce que vous voulez travailler avec les gens de l'Ouest comme quelqu'un de l'Ouest en habitant dans l'Ouest?» Cette proposition m'a séduite et ça m'a permis de ne pas aller travailler en région parisienne. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme proposition. Et en plus, comme c'est une banque entrepreneuriale, il y avait une possibilité d'y être associé à son développement. Et c'est ce qui fait qu'en adoptant les valeurs et en adoptant, le poste, bah, on est bien assez vite dans la maison et si on y fait ses preuves, on y reste et ce qui fait qu'il y a des gens qui pourraient se demander pourquoi, si j'ai pas manqué un peu d'ambition, pourquoi j'ai pas évolué beaucoup plus entre 2021 et 2025. C'est parce que quand on a, un peu chez Odo et ça fait beaucoup chez soi, bah, ça prouve quand même qu'on a une certaine latitude au niveau de son organisation, donc en fait, on se considère tous, nous, les directeurs de région, de la Banque Odo, dans cette activité de management, de suivi, d'animation, de formation, de fidélisation, des partenaires CGP qui, comme je le répète, ont aucune Mmh. obligation de travailler avec nous. La porte, elle est grande ouverte. Des fois, elle est ouverte, on rentre. Des fois, elle se ferme, on ressort. Et ça, c'est de la volonté des gens qui sont des commerçants, Mmh. puisque Luma, c'est une entreprise commerçante et cette entreprise commerçante, elle a un fonds de commerce et elle veut que pour ce fonds de commerce-là, elle veut le meilleur. Donc, bah, si on est performant et si on est percutant et si on est donnant et rendant de services ou de solutions, on risque d'avoir un stock qui se développe avec nos partenaires CGP. Donc, le service commercial CGP qui m'occupe, dont je suis un des 55 membres, aujourd'hui, sur 3000 collaborateurs de chez Odo, il y a 55 personnes qui s'occupent des conseillers en gestion de patrimoine. Et ça dure depuis 1990. Mmh. Et on a démarré avec 0 stock, forcément, avec quelques photocopies, un billet de TGV, et on est allé voir les gens en leur proposant ce métier qui démarrait, parce que le métier de la gestion de patrimoine à ce moment-là, c'était des gens qui sortaient de réseaux assurantiels ou de réseaux bancaires et qui se demandaient comment ils allaient pouvoir faire ce métier en indépendant, en sortant des grandes multinationales assurances, qui étaient souvent, pour la plupart, nationalisées, puisqu'on parle quand même des grands assureurs comme UAP, des gens comme ça, c'est des gens qui avaient quand même, ou le GAN, c'est quand même des gens qui Mmh. qui étaient là pour être des collecteurs de fonds Mmh. pour, financer, la dette française. Bon et donc ces gens-là sont sortis en disant: «Je voudrais avoir autre chose à proposer à des clients Mmh. de façon plus indépendante» et c'est là que, Philippe Odo et son frère, à ce moment-là, Pascal et accompagnés de leur père Bernard, se sont dit en 90: «S'il y a une classe émergente dans cette planète finance qui est le conseil en gestion de patrimoine, bah, faudrait peut-être qu'on s'y intéresse» Mmh. et c'est ce qui a donné la création du service commercial CVP, qui aujourd'hui, je vous dis, compte 55 personnes, qui gère un peu plus de 8 milliards grâce à vous, qui représente ces 8 milliards un peu plus de 100 000 clients, donc c'est pas neutre dans l'organisation de la Banque Odo et c'est 1000 partenaires actifs
au niveau hexagonal, plus dom-tom. Voilà. Donc moi, j'ai un portefeuille sur l'Ouest qui me permet de m'occuper assez facilement la semaine, vous en doutez bien. Mais il faut trouver le temps pour des moments comme celui qu'on est en train de faire, parce que c'est un lancement professionnel pour Luma, c'est le besoin de se faire entendre et pas simplement d'avoir mis des stickers sur son site en disant là c'est mieux, là c'est bien, là c'est du temps. Là, non. Je crois qu'il faut construire dans le temps la relation client, il faut et ça se mérite. Et ce qu'on disait avec Philippe Odo, on s'est encore vu au mois de décembre, il se demandait comment on était depuis aussi longtemps tous encore motivés pour travailler pour la banque, pas pour lui, parce que lui aujourd'hui il dit que cette société, c'est une société qu'on a construite ensemble, puisque dès les années 70, Bernard Odo avait ouvert le capital à ses équipes. Donc c'est vraiment une des valeurs de la maison, c'est que nous restons les interlocuteurs des sociétés familiales, cotées ou non cotées. Ceux qui sont vos clients, Sébastien, parce que ces clients-là, ils sont toute la journée, à 97% de leur temps, occupés à faire fonctionner leurs entreprises, petites, moyennes, de taille intermédiaire. On en a attaché sur tout le territoire ici, on en connaît certaines ensemble, on en a vu. Et puis, ils prennent conseil auprès de leurs avocats, leurs notaires. Donc là, il y a tout un travail d'interprofessionnalité que vous savez très bien faire et que vous avez compris qu'il fallait mettre en place. Et ces gens-là, qu'ils soient des petits entrepreneurs, gros entrepreneurs, ils ont 3% de leur temps pour réfléchir à ce qu'ils vont faire de leur épargne, à ce qu'ils vont faire, aux décisions qu'ils vont prendre. Et puis, et c'est vous qui arrivez à capter ces 3% de temps. Ouais. Et puis parfois à leur dire, vous allez m'en donner que 3%, mais moi je vais en avoir un peu plus parce que vous allez me mettre en relation avec votre conseil, vous allez me mettre en relation avec votre notaire. Et nous allons construire en coulisses le bâti, le décor de ce que va être votre gestion de patrimoine dans les années qui viennent. Si j'emprunte, je crois, la métaphore que tu utilises souvent, parce qu'on est en Bretagne, donc pas loin de la mer, avec les bateaux, forcément, le domaine maritime, les cabinets de gestion de patrimoine, que ce soit Luma Protection Patrimoine ou ceux de mes confrères, finalement, c'est un bateau sans le moteur. Parce que finalement, l'argent des clients ne transite pas par mon cabinet. Je suis un intermédiaire en assurance et en placement financier. Et finalement, c'est avec ces partenaires comme Odo BHF, justement, qu'on peut justement orienter nos clients et vers des experts. Et souvent, alors, quand je discute aussi, ce qui est important aussi sur ce podcast, c'est pouvoir donner de l'info sur des produits qui ne sont pas forcément connus aussi du grand public, alors que des gens pourraient justement investir dessus. On parle souvent de produits structurés dans la maison Odo. Et j'ai rencontré plusieurs chefs d'entreprise. Beaucoup ne connaissaient pas cette classe d'actifs, ou en tout cas ce type de produit, selon comment on pourrait vulgariser la chose. Est-ce que tu pourrais nous parler justement, Goulven, de manière assez simple, qu'est-ce qu'un produit structuré? Ça va être ça le plus compliqué. C'est ça le plus compliqué, mais justement, quand j'ai créé cette chaîne, ce podcast, justement, je voulais vraiment ramener la gestion de patrimoine au plus grand nombre. Alors, quand je dis plus grand nombre, c'est pas forcément à ceux qui ont plus ou moins de patrimoine pour l'investir, même si en effet ça peut passer aussi par ça, c'est-à-dire démystifier un petit peu la gestion de patrimoine, mais c'est ramener au plus grand nombre la connaissance. Parce que finalement, on a beaucoup de personnes qui ont des capacités à investir leur argent, mais qui ne sont pas forcément bien conseillées, parce qu'ils n'ont pas tous le réflexe de passer par des cabinets indépendants comme le mien. Et quand je croise cette typologie de personnes et qu'on les invite un petit peu à réfléchir différemment, on évoque des produits qui sortent un petit peu des sentiers battus, ou alors habituellement qui sont réservés aux banques privées, plus traditionnelles. Et donc, je sais qu'Odo a un vrai savoir-faire depuis quand même plusieurs années sur les produits structurés. Je vais commencer, tu viens de parler de banque privée. Ouais. Le troisième métier de Odo, c'est la banque privée. Alors, je suis ici chez un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et je vais commencer à faire la publicité de la banque privée Odo. Là, on pourrait se dire, il est gonflé. Enfin, en 1849, la famille Odo qui démarre son activité, comme client, elle a des clients qui lui sont propres. Elle n'a pas les clients des conseillers en gestion de patrimoine. Je rappelle que c'est qu'en 1990 qu'on a commencé à armer la banque, qui n'était pas encore une banque, qui était encore une société de bourse, à l'armer de bras de distribution divers et variés. Mais on a toujours eu des gens chez nous qui avaient des clients en direct. Donc, ce sont des banquiers privés. Et ce qu'on a proposé aux conseillers en gestion de patrimoine, c'est de prendre les belles idées, l'innovation, tous ces produits qui étaient destinés à cette clientèle de banquiers privés, et de la mettre au service des conseillers en gestion de patrimoine pour qu'ils aient les mêmes armes quand ils voient un client, que le client, lorsqu'il est suivi par un gestionnaire dans une banque
privé ou de fortune, on va l'appeler de patrimoine, vous appelez ça comme vous voulez, que quand il vient dans votre cabinet, il faut qu'il se dise: «Je vais y trouver au moins la même technologie» et souvent, moi, la mission que j'essaie de mener et j'essaie de faire comprendre à mes partenaires, c'est on est des dizaines à pouvoir, rentrer dans votre cabinet en tant que partenaire, on va dire fournisseur dans un premier temps. Avant de devenir partenaire, on vient faire une offre de service, donc on vient fournir un service. On pourrait être d'abord identifié comme des fournisseurs avant de devenir des partenaires. C'est la notion de partenariat, Mmh. il y a une notion qu'on s'est mis d'accord Mmh. un peu sur la chose et sur le prix et on se met, en ordre de marche pour que, ça soit performant. Donc avant, cette offre-là, il faut arriver avec des choses, un petit peu différenciantes. Et moi, mon credo aujourd'hui, depuis, 10 ans, c'est que comme nous sommes une banque, nous avons la possibilité de bancairiser vos clients, Mmh. les clients de Luma, by Odo. Et souvent je dis: «On n'a pas besoin de mettre en avant la banque Odo». Heu et on reprend le bateau. C'est vrai qu'on aime tous les 2 ça si vous avez un bateau à moteur qui est dessiné par un chantier, Beneteau ou Jeannot, il n'est pas motorisé par Beneteau ou Jeannot. Donc vous êtes, à la barre d'une belle carène, d'une belle coque qui est prêt à prendre la mer, mais si vous n'avez pas, de motorisation, vous n'irez jamais très, très loin. Vous pouvez monter des gens à bord, hein. Vous pouvez leur montrer le bateau, ses équipements et C'est autres, très joli, mais à un moment, quand il met la clé dans le contact, il faut bien qu'il y ait ouais. une propulsion. Donc moi, je dis souvent, Luma va bancairiser ses clients chez Luma, Mmh. by Odo. Mmh. Et ça, c'est vraiment très important. Et on le fait de façon tout à fait, abordable puisque pour ouvrir un compte, chez, Luma, là, je fais la publicité de Luma, mais pour ouvrir un compte chez Luma et de bancariser chez Luma, c'est même avec 0 de dépôt. Parce que ce compte-là, il va peut-être servir à appréhender un flux futur. Prenons l'exemple, une belle maison à Perros-Guirec qui vient d'être vendue et puis votre client, ou votre prospect qui vous dit: «Moi, ça m'embête, le notaire me demande le RIB, pour pouvoir verser les fonds nets de plus-value, mais j'ai pas envie de donner le RIB d'une banque avec laquelle je travaille aujourd'hui parce que j'ai pas envie de leur confier, l'essentiel de mes avoirs ou j'ai pas envie de leur confier l'organisation de ce capital dont j'hérite, de mes parents ou, par cession d'actifs propres». Eh bien, il faut avoir le réflexe tout de suite de se dire: si mon conseiller en gestion de patrimoine peut me bancairiser, on va externaliser le deal, on va le rendre plus confidentiel, on va le rendre accessible après à mes décisions qu'on va prendre en commun avec mon conseiller en gestion de patrimoine ou mon conseiller en investissement financier. Parce que là, quand on ouvre un compte espèce, en fait, on ouvre un compte titre Mmh. associé à un compte espèce chez Odo. Alors, on sait ouvrir des comptes pour les personnes physiques, qu'elles soient en indivision, qu'elles soient en nue propriété, en démembrement, qu'elle soit en personne morale, hein, parce que je crois qu'en France, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est qu'on peut être riche en société ou on peut être riche Mmh. en personne physique. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'experts comptables ou de conseillers d'entreprise qui ont organisé le patrimoine professionnel de leurs clients en y mettant 2 strates, en y mettant la société d'exploitation que vulgairement on va appeler la fille, et puis en y mettant au-dessus la mère qu'on va appeler une société détentrice des participations, qui, sont, de la fille ou de plusieurs filles, voilà. Et quand on vend une fille, alors ça c'est encore plus grave ce que je viens de dire, mais, vous comprendrez que c'est pas pour utiliser pas un anglicisme, je vais parler comme ça. Et bien quand on vend, les titres, à un individu ou à un groupe, d'une société d'exploitation, on a dans son groupe, plusieurs sociétés dont une qui fait par exemple de la mécanique et puis une autre qui fait de la peinture. Quand on vend celle qui fait de la mécanique, eh bien l'argent de la vente de cette société remonte vers la mère, Mmh. voilà, donc qui est la société holding, Mmh. la société qui détient les participations de l'organisation professionnelle du client. Et donc après, on va gérer cet argent-là dans la holding, Mmh. qui n'a rien à voir avec l'argent personnel du bénéficiaire effectif de la holding. Et ça, les gens mettent un peu de temps des fois à s'en apercevoir, en disant: «Mais c'est mon argent». Non, c'est l'argent de la personne morale. Mmh. Et si vous prenez de l'argent dans la caisse de la personne morale, sans faire le formalisme qui s'y attache, Mmh. vous êtes en ABS, en abus de biens sociaux. Mmh. Et donc, il y a des gens qui se sont organisés de longue date en personne morale, eh bien, il faut qu'ils gèrent aujourd'hui comme des gens qui sont en personne morale. Mmh. Et il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Il y a des produits qui ne se souscrivent pas
lorsqu'on est une personne morale. Alors des comptes titres, des produits structurés, on va y revenir, ça se souscrit dans un compte titre lorsqu'on est une personne morale. Si on a la chance d'être une personne morale qui a une qualification dite passive, c'est-à-dire qu'une Mmh. personne morale qui n'est qu'un réceptacle de participation, mais qui ne fait pas de commerce, donc a un taux de commercialité qui est de 0. J'achète pas un container de barbecue pour les revendre plus cher, Mmh. dans mon magasin, de grande distribution, au mois de mai. Ça, c'est du commerce. Mmh. Là, c'est une société qui est organisée pour ça. Mais le bénéfice de cette société qui a fait cette opération de barbecue, qui l'a revendu plus cher, là, je remonte les résultats et les résultats arrivent dans cette mer qui est, la tirelire, le holding, donc la société de détention patrimoniale. Et là, on peut faire des choses, et il y a des choses qu'on peut pas faire. Voilà. Mais ça, c'est tout le métier que vous savez bien faire et sur lequel vous êtes capable à la découverte patrimoniale du client. Il faut pas non plus s'arrêter à la situation personnelle du client, à la situation du bénéficiaire effectif de toute Ouais. cette organisation. Parce que là, on passe à côté de beaucoup de choses. Et souvent, les gens, ils sont riches de leurs activités avant de devenir riches Exact. personnellement. Ouais, c'est Voilà. vrai. Et il y a des gens qui transmettent ça de père en fils, et là on est quand même bien placé pour le savoir, puisque Mmh. la société qui m'emploie et dans laquelle je suis associé, moi je pourrais peut-être pas transmettre les parts à mes fils, parce que j'ai une obligation par un pacte d'associés de respecter la volonté de la famille Odo qui veut rester maître à bord. C'est pour ça que nous ne sommes pas cotés. Mmh. Cette société, on peut pas l'acheter sur un marché organisé. Donc, on n'est pas coté. C'est ce qui est une protection aujourd'hui, et c'est ce qui a protégé aussi le patrimoine de la société Odo. C'est que quand les bancaires ont eu des soubresauts importants sur les marchés, ont vu leur code dévisser et vraiment se réduire parfois à peau de chagrin. Bah, nous, on a toujours eu une valorisation de la société qui est la valorisation en rapport avec son résultat et ses fonds propres. Donc, on n'a jamais perdu d'argent. Et ça, c'est une fierté. Je crois que la famille entière Mmh. et les collaborateurs associés ont, c'est que on ne peut pas se permettre de perdre d'argent lorsqu'on est un groupe non coté. C'est parfois difficile. Des Mmh. fois, les exercices sont parfois un peu compliqués, mais on reste Mmh. toujours. Et c'est souvent la qualité et l'attrait des sociétés familiales ou des sociétés entrepreneuriales qui sont dirigées par des actionnaires qui ont l'essentiel de leur fortune. C'est que lorsqu'on est mandaté pour diriger une boîte du CAC 40, on peut faire de l'audace, toujours de l'audace, et on prend des décisions d'endettement ou de choses ou de paris pour l'avenir. Lorsqu'on est héritier du dispositif qui avait été en place par nos aïeux, Les raisonnements sont différents. Ouais. on fait très, très attention. Et ça se confirme, on a un fonds, par exemple, qui s'appelle Odo Génération. C'est un fonds dont le postulat est que les sociétés familiales cotées, dont la famille exerce soit le mandat exécutif, où il y a l'essentiel de sa fortune, eh bien, on s'aperçoit que sur des durées longues, ces sociétés-là, elles ont des performances boursières meilleures que les sociétés dites non familiales. Donc, c'est pour ça que notre fonds Odo Génération, si les gens qui nous écoutent veulent aller regarder, aujourd'hui, vous tapez Odo Génération, FCP, Odo et Génération dans n'importe quel moteur de recherche et vous aurez les performances du fonds sur 1 an, 5 ans, 3 ans, 10 ans. D'accord. Et le fonds, il existe depuis 96, donc je parle d'une chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais en tout cas, ça donne un certain recul, Ouais. et c'est ce qu'on appelle chez nous, les performances passées ne présument pas des performances futures. Enfin, quand ça n'est pas trop mal géré et que la thématique est bonne, Mmh. parce on peut très bien gérer dans une thématique qui n'est pas porteuse. Mmh. Voilà, mais ça, c'est plus compliqué. Il y a des moments où les thématiques sont moins porteuses. Par contre, il y a une thématique qui est très porteuse, c'est la thématique des produits structurés. Mmh. Alors, les produits structurés, si je devais expliquer ça, j'en fais depuis quand même quelques années. Nous en faisons depuis au moins 1990 chez Odo. Il y a un vrai savoir-faire. Puisqu'on a un vrai savoir-faire, puisque la personne qui a créé le service commercial CGP a été lauréat du prix de l'innovation financière Bérégovoy en 89. Et donc, il avait inventé le premier produit structuré simple, avec une règle simple. On va faire un produit qui garantit le capital et qui donne en rendement le dividende du CAC 40. Ouais, c'est un produit qui est simple. Bon, ce produit-là, maintenant, aujourd'hui, on a un peu complexifié ces stratégies de création de produits structurés. Bon, enfin, si je devais les expliquer à des enfants, des collégiens ou même à des enfants de primaire, je prendrais des mots très simples.
souscrire un produit structuré qui vous est proposé, c'est adhérer à une règle du jeu. Forcément. Quand vous jouez au Monopoly, il y a une règle du jeu. Celui qui triche, il sort du jeu. Mmh. Voilà. Donc, à promesse donnée, promesse tenue. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, le produit structuré, c'est une classe d'actifs à part entière. C'est pas les actions, c'est pas les obligations. Mais ça va se baser soit sur des actions, soit sur des obligations. Donc, on a des produits structurés de taux, Mmh. donc qui jouent sur une courbe de taux. Et on a des produits actions qui jouent soit sur une action unique ou soit sur un panier d'actions. Voilà. Mais dans tous les cas, lorsque vous vous intéressez aux produits structurés, il faut que vous intéressiez à la règle du jeu. Et vous devez l'avoir de façon claire et Dès le précise départ. avant de vous engager. Parce qu'il y a des gens qui disent « je ne sais pas ce que j'ai acheté ». J'ai envie de dire « je ne sais pas ce qu'on vous a vendu ». Mais en tout cas, moi, je sais que quand moi j'achète, j'essaie de savoir ce que j'achète. Et c'est pas facile. Quand on achète de l'électronique, quand on achète de l'informatique, quand on achète une voiture. Moi, si on me dit quelles sont les caractéristiques d'une bonne voiture pour vous, je dis faut qu'elle soit solide, sobre et puis confortable. Que le moteur, il fasse 2 litres, 3 litres, 5 litres, j'en sais rien. Que les ingénieurs aient déployé des prouesses de technologie pour la rendre propre, je veux bien l'entendre, mais je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne un filtre à particules. Donc, je ne vais pas rentrer dans le moteur des produits structurés, je vais rentrer dans la façon, donc, de façon pédagogique, il faut qu'il soit présenté et il faut qu'il soit compris. Si je vous dis, vous allez acheter un titre qui s'appelle Engie. Tout le monde connaît Engie, ils font de la pub à la radio, à la télé. Donc, ils sont très sur le créneau de l'électricité verte. Voilà. Bon. Donc, ce groupe Engie, c'est un groupe qui a des clients, de nombreux clients, qui sont des clients relativement stables, sur lesquels il y a un abonnement. Donc, pour un analyste financier, la valeur Engie, c'est une valeur de père de famille, c'est une valeur plus tranquille. Assez constante en termes de volatilité. Voilà, que Tesla. Tout le monde connaît Tesla, mais vous voyez, en ce moment, tout le monde parle de Tesla sur les marchés. Qu'est-ce qui fait que Tesla va prendre, entre guillemets, dans notre jargon, un bouillon de moins 25 ou moins 30 ? Parce qu'il y a une défiance du marché par rapport à la capacité de Tesla à générer des bénéfices futurs. Et quand vous achetez un titre, plus de 70 fois ces bénéfices futurs, que vous vous dites bien que quand vous avez acheté une action et que vous l'achetez 70 fois les bénéfices futurs, ça veut dire qu'il va falloir 70 ans pour rentabiliser votre investissement. Donc, vous avez surtout intérêt que le titre il continue de grimper. Si vous achetez Engie 7 fois ses bénéfices futurs, on peut dire qu'il va falloir 7 ans de résultats d'Engie pour avoir d'abord amorti l'achat de votre titre. Puis comme dirait Warren Buffett, moi le titre qui prenne de la plus-value c'est une chose, mais moi ce qu'il faut c'est qu'il paye son dividende. Donc pay my due, il disait. Mais là on peut le citer en anglais, on a le droit. Pay my due. Donc lui il attend d'abord un dividende et ensuite le comportement boursier. Le comportement boursier dépend de tellement de choses que lui, ce qui l'intéresse, c'est son rendement. OK, parce qu'il a les moyens d'attendre. Cet argent-là, il n'en a pas besoin. Il l'a mis au travail pour obtenir un rendement. Eh bien, structuré, c'est ça. C'est à partir d'un titre comme Engie, j'ai 2 solutions pour détenir Engie. Je détiens Engie en direct, elle vaut 100. Elle donne 10 de dividendes. C'est énorme, hein. Donc on va dire plutôt 5. Je l'achète 100 et je m'attends à toucher 5 de dividendes. Pour l'instant, le deal, je le connais. Si elle passe de 100 à 120, j'aurais fait 20% de plus-value. Je peux la revendre à tout moment, puisque c'est sur un marché qui est très liquide. Ce sont des grosses valeurs très liquides. Et puis là, après, si je l'ai revendue, je prends ma plus-value, je paye ce que j'ai à payer comme impôt sur la plus-value, mais j'ai plus le dividende, puisque je reviens avec de l'argent sonnant et trébuchant. Bon, par contre, si elle dévisse, et que parce qu'il y a un scandale, parce qu'il y a une offre concurrente qui défie tous les pronostics, et puis que beaucoup de gens, elle perd beaucoup de ses clients, et puis qu'il y a des analystes qui retraitent le papier et qui disent ça vaut plus 100, Engie, ça vaut 60. Donc là, je commence à perdre de l'argent. Là, vous avez une perte. Si vous vendez à 60, vous avez concrétisé une perte de 40. Ouais, c'est ça. Il va falloir combien de dividendes de 5 pour revenir Tout le monde sait calculer. Il faut 8 ans pour revenir à son investissement. Si vous avez acheté un produit structuré et que la promesse de ce produit structuré, c'est que sur un horizon de 10 ans, vous avez acheté à 100 Engie et quoi qu'il arrive, dans 10 ans, votre produit il sera remboursé 100. Donc, ça veut dire que vous avez effacé le risque de perte en capital
de l'action. Alors souvent, on met une barrière. On va dire que jusqu'à moins 60. Donc si NJ, dans 10 ans, vaut plus de 40, si elle vaut que 42, si elle vaut 63, on va vous rembourser 100. Donc vous venez d'acheter, dans la règle du jeu de cette offre-là, vous venez d'acheter en payant, parce que dans le produit tel qu'il est construit, il y a des marges, il y a des frais. Vous avez payé pour que dans 10 ans, vous soyez sûr que si le titre fait plus de moins 60, vous ayez votre retour en capital. Ce qui est énorme. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les produits structurés, ils peuvent se dire: «Mais c'est incroyable». Ouais, c'est Ça incroyable, mais c'est-à-dire tout qu'on ça, peut aller sur le marché action oui, d'une autre manière oui. que En la fait, vous plupart achetez une protection c'est ça, sur votre portefeuille c'est action. ça. Alors, si vous le faites avec un peu de NJ, un peu de BNP, un peu de Renault, un peu par exemple, la prochaine qu'on pourrait monter, on pourrait dire qu'on en monte un sur ArcelorMittal. Mmh. On prend un titre. Et ensuite, vous avez le moment où le produit il est remboursé. C'est-à-dire que quand vous jouez au Monopoly, vous passez par la case départ et vous touchez 20 000. Et bien là, on dit, si dans un an, NJ que vous avez acheté 100 vaut au moins 100, vous toucherez un coupon de 7. Ça correspond un peu au rendement du dividende, mais c'est un dividende amélioré. Parce que si le dividende est à 5, bon, nous on essaie d'avoir un coupon à 7. Mais par contre, le produit s'arrête. C'est-à-dire qu'on vous donne pas 100, on vous donne 107. Et là, vous retournez voir votre conseiller en gestion de patrimoine, ou c'est plutôt lui qui vous aura appelé, parce qu'il va vous Souvent dire c'est ça. le produit a été ce qu'on appelle Rappeler. rappelé, Ouais. auto-collé. Donc on n'a Donc, pas été au bout des 10 ans. on n'a pas été au bout des 10 ans parce que ça s'est bien passé. On a acheté une bonne valeur qui était déjà un peu en dessous de ses espérances par nos analystes du bureau Odo. On s'est dit, NJ a un potentiel. Vaut 100 aujourd'hui, elle a un potentiel de 125 à 18 mois. Bah nous, dans un an, notre seul souci, c'est qu'il soit à 100. On n'a pas besoin qu'il soit à 125. Alors, vous ne prendrez jamais la hausse des 25. Mais par contre, vous prendrez le coupon qui était prévu par autant d'années qui est espacé entre le moment du démarrage du produit et le moment où cette circonstance de remboursement arrive. Ok. Et quand on veut ajouter un petit peu de piment à l'affaire, on peut même dire, allez, on va se prendre, on reparle de la marine, allez, on reparle de ce qu'on appelle un pied de pilote. Ça. C'est-à-dire que si vous savez qu'à marée basse, vous avez 1 mètre au-dessus du rocher, à marée basse, au plus bas du coefficient, moi, si j'ai 80 cm de tirant d'eau, je passe pas. Parce que s'il y a une vague, je vais peut-être talonner. Donc c'est ce qu'on appelle prendre un pied de pilote. Bon, je passe si je suis à 1,50. Voilà, c'est bien, c'est raisonnable. Et bien là, on va se dire que NJ n'a pas besoin dans un an d'être à 100 pour être autocollé. Donc pour déboucler la position et vous donner vos 100 plus les 7 de coupon. Qui était prévu, ouais. Si elle a 95, ça nous suffit. Donc vous venez d'acheter une autre protection. Donc vous avez protégé votre capital si ça ne se passe pas bien du tout. Vous avez protégé votre capital s'il y a une petite volatilité sur l'année sur le titre et puis que à l'atterrissage à un an à date anniversaire, bah, NJ vaut pas 100, NJ vaut 98, 80, jusqu'à 95. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une barrière dégressive de remboursement. Alors vous pouvez l'avoir de façon palliative comme ça, avec un palier, pardon, à moins 5, ou vous pouvez dire moins 2 par trimestre. Sur un an, ça fait moins 8. Sur 2 ans, ça fait moins 16. Et on peut accompagner comme ça. Alors, tout ça, c'est comme quand vous équipez une voiture. Si vous avez une voiture qui a une direction franche, qui n'a pas de direction assistée, qui n'a pas de freinage assisté, qui n'a pas d'airbag, plus vous rajoutez des options de confort qui accompagnent la construction du produit, et plus le coupon qui aurait été de 10 va venir vers 7. Il y a des gens qui me disent, non, non, il y a trop d'artifices dans votre produit. Alors ça, ce sont des gens qui ont déjà une très très bonne connaissance des produits, et on a des partenaires qui viennent nous voir avec des clients plus ou moins institutionnels, des grosses trésoreries d'entreprise, voilà, et qui disent, nous on est prêt à embarquer plus de risques, parce qu'on veut plus de coupons. Et nous on leur dit, voilà, vous nous donnez 1, 2, 3, on appelle ça des mécanismes. Vous écrivez un scénario, Un cahier des charges, quoi. un cahier des charges, en y mettant des protections clients, ou en enlevant de la protection client. Nous, on va jusqu'à 5 mécanismes. 5 mécanismes, l'AMF nous autorise à créer des produits qu'on arrive à... Ils estiment que jusqu'à 5 mécanismes, on arrive à expliquer les règles du jeu.
Parce que si vous commencez à dire, plein de choses et tout et son contraire et que vous montez, vous retrouvez avec un cahier des charges qui n'est plus Et une compréhensible complexité de produit aussi. par le commun des mortels et dans ces cas-là, on vous dit: «Bon, attendez, ce produit-là, il n'est pas pour les particuliers, il est pour les professionnels» et auquel cas, on rentre dans une classification professionnelle et il est souscrit avec beaucoup moins de protection du législateur envers l'investisseur parce qu'on dit à l'investisseur: «Tu es un grand garçon, tu connais, tu veux gagner plus parce que tu es prêt à prendre plus de risques». Mais on estime qu'un investisseur privé, on va l'appeler de détail par rapport à un investisseur institutionnel qui lui a plus de capitaux à confier, Ce qu'on appelle les non professionnels. les aussi. non professionnels, donc les gens qui s'alignent et qui se protègent derrière ce qui est possible de faire par le législateur dans tous ces codes monétaires et financiers ou ces codes de pratique de l'assurance. Donc on va parler là de ce qui concerne l'assurance d'un côté et puis de ce qui concerne les comptes titres de l'autre. Nous, on sait faire les deux. C'est-à-dire qu'on vous offre des enveloppes dans lesquelles, donc dans la forme, c'est un compte titre, il est plan d'épargne entreprise, enfin, il peut être en plan d'épargne action, en PEA, PME, il peut être en compte titre traditionnel, et là, on va pouvoir y loger, donc c'est ce qu'on va appeler le fonds, donc l'offre, on va pouvoir y loger des produits structurés en direct. Et puis là, on a aussi traité avec des assureurs qui nous permettent d'ouvrir des enveloppes assurantielles, qu'elles soient en contrat d'assurance vie, avec certains avantages fiscaux de transmission, puisque l'assurance vie sort de la masse successorale, Ouais, tout à fait. ou des contrats de capi pour des gens qui ont un peu plus d'âge et puis qui veulent quand même bénéficier de la protection d'un assureur. Voilà, donc c'est des choses, sur le fond, ce sont les mêmes produits, mais qui sont logeables dans des enveloppes différentes. Mais sans vouloir faire de la vulgarisation à outrance, quelqu'un qui aujourd'hui s'intéresse pour sa première opération à un produit structuré a besoin de répondre à 3 questions. 1, quel est le risque de volatilité, quel est le risque, le couple rendement-risque que je suis prêt à prendre. Et pour ceux, vous avez un questionnaire qui est très bien fait. Le fameux profil investisseur. Voilà, c'est un questionnaire de profil d'investisseur. Il ne faut pas essayer d'en sortir. Parce que souvent, les gens, ils aiment bien quand ça se passe bien, mais quand ça se passe un peu moins bien, ils oublient qu'ils avaient déclaré qu'ils étaient prêts à prendre du risque. Donc, il faut vraiment tout modérer. Et comme on disait souvent, avec l'argent des clients, on fait beaucoup de choses, et donc il faut faire très attention. Et donc, là, ce qu'il faut, c'est avoir bien calibré le couple rendement-risque, qui va donner la piste du jeu auquel on veut avoir accès, de la formule de se structurer, de la structuration de ce papier qui est écrit, qui est la règle du jeu, soit du jeu de loi, soit des dames, soit des échecs. Les échecs, on va être plus compliqués que le jeu de dames. Et donc, quand vous avez bien les règles en tête, eh bien, vous savez prendre une décision en toute clairvoyance. Et ensuite, se dire, je veux un capital garanti à 100%. Je ne veux pas, même si le titre baisse de moins 60, moins 40, être sur cet aléa. Donc, je veux protéger à 100% mon capital. Il y a des produits qui existent. Mais ces produits-là vont donner, quand un produit plus risqué va donner du 7, 8, 9, 10 de coupons, le produit très protégé va donner du 3,5, du 4, du 4,20. Et c'est logique. C'est la logique, chercher le risque, chercher le rendement en prenant plus ou moins de risques. Si vous voulez, le structureur, la personne qui écrit, qui construit le produit que vous avez écrit, lui, pour vous délivrer cette prestation, il va plus ou moins payer des options, il va acheter des couvertures, il va payer à un autre interlocuteur sur la planète finance qui lui a besoin de couvrir un risque. Et pour couvrir ce risque, il est prêt à payer une prime. Et cet interlocuteur qui reçoit la prime, elle la met dans le rendement de son produit. Voilà, je commence à rentrer dans le détail du produit. Mais ce sont des produits où on travaille des options. Parfois, vous êtes assureur et parfois, vous êtes assuré. Quand vous êtes assuré, que vous voulez assurer une voiture à Lannion, qui est une ville tranquille de l'Ouest, où il n'y a pas des émeutes et où votre assureur, il sait que la voiture, même si elle dort dans la rue, elle risque de pas brûler tout de suite, votre prime d'assurance va être de 100. Si vous faites ça en pleine émeute et que la compagnie dit « moi, je veux bien vous assurer », mais vous êtes dans une zone à risque, le risque n'est pas le même. Par exemple une zone Céveso ou une zone d'inondation, la prime, elle monte. C'est tout à fait logique. Plus vous voulez couvrir du risque dans une période où la volatilité augmente, et plus la prime est chère. Voilà. Donc, quand on a compris ça, on vient voir son conseiller en gestion de patrimoine, qui traite directement avec nous ou avec d'autres, mais enfin, comme on parle aujourd'hui de nous, on va rester un peu concentré sur nous. Et donc, sachez que
lorsque vous venez et que vous avez, vous, des velléités de placement, vous avez un interlocuteur en face qui décode et qui vient vers nous et qui nous dit: «Voilà, j'ai besoin de ce produit-là». Alors soit le produit, il est d'une taille suffisante pour qu'on en fasse un sur mesure, ou soit il est d'une taille, plus modeste et là, on a créé des produits de campagne qui sont des costumes. On est dans le prêt-à-porter et vous venez en rayon et vous prenez votre taille et vous savez que vous allez rentrer dedans. Par contre, quand on en fait un sur mesure, on en fait un pour une personne, il prend un engagement de taille qui est plus conséquent et on lui a fait quelque chose sur mesure. Voilà. Donc là, c'est vraiment ce qu'on peut retenir déjà de ce que tu viens de dire, Goulven, c'est vraiment, on se rend compte, un outil de diversification, le produit structuré. Il ne s'agit pas de mettre tout son argent forcément Non. sur ce type de produit. On a parlé tout à l'heure des OPCVM, des Bien SICAV, c'est-à-dire que si je prends une assurance vie, l'exemple d'une assurance vie, je peux mettre quelques OPCVM de conviction sur des Bien sûr. thématiques Intelligence gérées par artificielle, Odo, par exemple, exactement, des choses et comme une ça. petite partie sur un produit structuré, Voilà. qui peut être un produit de campagne. Ouais. C'est-à-dire qu'à même à partir d'un billet de 3 000 €, par exemple, je pourrais Ouais. investir sur un produit structuré Ouais. de campagne. Ouais. Et à l'inverse, pour ceux qui nous écoutent, j'ai un patrimoine plus important à investir, mais avec aussi des exigences donc supplémentaires. Finalement, je peux aller faire de la haute couture aussi et du sur-mesure, quoi. C'est pour ça que sans parisianisme, je le répète, mais quand on parle de maison, ça ressemble à cette maison où on travaille on peut travailler du sur-mesure et du très, très sur-mesure. OK? Alors, ça va correspondre à des besoins qui sont différents, mais ce que souvent on fait, par exemple, lorsqu'on travaille une autre classe d'actifs qui est, par exemple, le non coté. Le non coté, vous allez voir des entrepreneurs, vous avez besoin d'argent, on vous finance soit en dette, soit en augmentation de capital, soit on vous rachète un bout de votre capital qu'on paye un certain prix et on vous aide à vous développer. C'est le domaine du private Ça, equity, c'est le domaine du qu'on entend private souvent. equity, donc Ouais. du capital Ouais. privé. Voilà. Nous sommes une banque de capitaux privés. Personne ne peut nous acheter, décider de nous acheter à la corbeille, comme on disait dans le temps. On ne peut pas nous acheter sur le marché Euroclear, on ne peut pas nous acheter n'importe quelle place financière mondiale, on ne peut pas acheter du Odo. C'est la famille Le Comex qui décide à qui ils sont prêts à en vendre. Bon, voilà. Donc, c'est ce private equity-là, il peut intéresser des institutionnels qui ont de gros moyens et qui, en diversification de leurs actifs, auront besoin de créer une poche de non-cotés, et puis des individuels, des clients individuels, des clients particuliers, qui, eux, n'ont peut-être que 100 000 € à placer, mais qui veulent mettre 10 000, 15 000 sur des enveloppes de private equity. Eh bien, on pourrait tenter de dire que les petits ont le droit à des petits deals, et ont droit à des deals qui sont moins intéressants. Donc, on pourrait dire, tiens, on fait des deals pour les fonds qui sont destinés aux clients plus modestes, puis on fait des beaux deals, là, puisqu'on intéresse beaucoup les gens, on s'intéresse à leurs capitaux, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Eh bien, nous, notre politique, c'est que c'est le même deal. C'est-à-dire que vous participez à hauteur de 1000 ou vous participez à hauteur de 10, vous êtes sur les mêmes opérations. La seule chose qui change, c'est que vous avez deux parts. Vous avez une part qui est une part destinée à des clients plus détail et donc qui est plus chargé en frais, parce que le deal pour 10 000 ou le deal pour 1 million, c'est le même travail de souscription. Et puis, vous avez quelqu'un qui vous a confié 1 million, donc lui, il bénéficie d'une remise sur les frais de gestion. Mais vous participez au même deal. Et dans ce deal-là, en plus, la maison Odo a mis des fonds propres. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le dernier fonds qui s'appelle Stratégique Opportunité, qui est un fonds de prise de participation dans des sociétés non cotées, on a commencé à se dire ce qui est bon pour nos fonds propres devrait être bon pour les fonds propres de nos clients. Donc, on a commencé par mettre plus de 20 millions d'euros dans le fonds sur 1,158 milliard de fonds liquides qui travaillent tous les jours, donc dans la trésorerie. C'est pas la trésorerie, c'est vraiment les fonds propres. Parce que, à la rigueur, nous, la trésorerie disponible tous les matins, c'est aux alentours de 5 milliards, puisqu'on a les dépôts en compte courant de nos clients. Mais c'est pas de l'argent. Et ça, souvent, les gens qui dirigent la banque Odo disent il faut qu'à tout moment, on puisse rendre l'argent aux clients. Donc, on ne fait pas, avec cet argent-là, des choses extravagantes. Par contre, avec nos fonds propres, ça, c'est une autre histoire. Si on avait des investir dans des placements à durée un peu plus longue, ça, c'est notre conviction et c'est souvent ça que nous faisons. C'est ce que j'allais dire, on retrouve ces valeurs de conviction vraiment à tous les étages de la maison Odo. C'est vraiment ce qui pourrait être votre singularité aujourd'hui sur... Notre ADN, c'est peut-être résumé en 3 choses. C'est une maison qui a eu un passé et qui a un futur, qui est très, très stable dans son actionnariat, qui a une velléité de transmettre à l'intérieur du cercle familial. Donc, ça en fait une valeur
patrimoniale pour la famille et puis une valeur patrimoniale pour les collaborateurs, hein. Les collaborateurs chez Odo qui ont plus d'argent investi au sein de la banque que dans la résidence principale. Donc Mmh. ça reste quand même, et ça souvent j'ai entendu Philippe Odo le déclarer dans les interviews qu'il peut faire aux Échos ou Figaro, il remercie vraiment certains des collaborateurs de s'être engagés, des fois de longue date, et d'être là dans les bons et les mauvais moments. Voilà, parce que quand on défend un étendard, c'est plus facile de le défendre quand on a un peu les tripes, Ouais, c'est ça. quand on a un peu de ses tripes dans le dossier, quoi. Voilà. Et deuxièmement, c'est des indépendants. Nous sommes des indépendants Mmh. et donc nous sommes allés naturellement Mmh. vers les indépendants. Et ces indépendants-là, on a essayé de leur fournir heu, une offre innovante, de qualité, leur permettant de se différencier, d'avoir un discours, stratégique auprès de clients qui sont souvent phagocytés, et mono-bancarisés, et qui se disent: «Bah oui, mais c'est comme ça, hein, on a un assureur, un notaire et puis on a un banquier». Bon, c'est pas tout à fait vrai, on peut avoir un conseiller en gestion de patrimoine Alors et je le souhaite, tu m'offres une belle transition justement, bien parce sûr. que la dernière partie, je voulais aborder avec toi. Le cabinet Luma Protection et Patrimoine, dont je suis le fondateur et gérant, travaille actuellement, en interprofessionnalité justement, avec, des avocats d'affaires, des notaires sur l'axe, Bretagne, Paris-Île-de-France, Ouais, non, puisque, ambitieux. puisque j'adhère, à travers, le cabinet à la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Et parmi les partenaires, du cabinet, dont la Maison Odo, je sais que voilà, on a une expertise pour les clients qui, s'apprêtent à céder leur entreprise, ou qui, éventuellement vont se diriger vers des opérations de fusion-acquisition. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu, déjà de l'expertise d'Odo sur le sujet de la cession, d'entreprise, et surtout aujourd'hui, balayer finalement, peut-être à travers deux mécanismes, que sont les fonds en 150 0 BTR d'un côté, Ouais, d'accord. et peut-être aussi aujourd'hui, l'importance concernant dans un contrat de cession, on sait qu'il y a toujours une garantie actif-passif, l'importance derrière, de ce qu'on appelle garantir cette gap avec, une banque de première signature, comme c'est le cas notamment, de la Maison Odo. Ah oui, on essaie. Est-ce que ces 2 sujets, voilà, tu pourrais nous en Bien dire, sûr. quelques mots? Bien sûr, mais je vais revenir sur le sujet qui nous occupe. Moi, pour me différencier, pour que des partenaires gestionnaires de patrimoine indépendants, maîtres de leur offre, nous intègrent et nous ouvrent la porte, il faut que j'arrive avec des solutions, innovantes et percutantes. Donc on a amené ce qu'on appelle une offre bancaire premium. On a amené la possibilité, j'en ai déjà parlé, de bancariser les clients au sein du cabinet Bayodo. Alors les bancariser pourquoi? Pour, céder un actif particulier, pour recevoir une somme qu'on reçoit en héritage ou autre, et puis la rendre plus personnelle dans son traitement. Et puis on a aussi un moment, où, la banque, elle sert, à contre-garantir des engagements que l'on prend lorsque on arrive au bout de sa carrière ou à un moment de sa vie professionnelle où on cède son entreprise. Et lorsqu'on cède une entreprise, alors il y a 2 façons de la céder. Soit vous cédez votre entreprise en cédant les parts, heu, d'une société, et là, donc c'est une cession de contrôle, on va appeler ça, hein. Les professionnels du droit et du chiffre, hein, qui nous écoutent, s'il y en a certains, je les salue, mais et on parle bien d'une cession de contrôle. Et puis si on vend un fonds de commerce, là, on est en entreprise, peut-être en société, mais on vend pas la société. On vend le moteur de la société, on vend son fonds de commerce. Et là, on est en cession, donc hors cession de contrôle, on est en cession de fonds de commerce. La cession de fonds de commerce entraîne l'immobilisation des fonds par quelqu'un qu'on appelle le gardien du séquestre, qui est le notaire ou qui est l'avocat. Et quand on a vendu un hôtel-restaurant qui a été vendu en fonds de commerce, eh bien, pendant quelques semaines, les sommes sont séquestrées sur un compte. On fait une publication et on dit: écoutez, messieurs les créanciers, présentez-vous. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise tout de suite, ou parce que dans 2 mois, je vais libérer entre les mains, la somme provenant de la cession de fonds de commerce, et puis, là, vous irez vous débrouiller directement. Parce que moi, je ne serai plus l'officier ministériel où j'ai qui permet de dire: «Oh, vous êtes, le brasseur, vous avez une note de 34 000, je vous la paye». D'accord. Donc là, nous, on s'est organisé ce compte séquestre.
Donc on sait accompagner nos gestionnaires de patrimoine qui ont des clients qui les suivent depuis ou qui suivent depuis 20 ans. Puis au moment de la cession, mais il faudrait se déposséder de sa relation commerciale et puis laisser un établissement X ou Y prendre le lead, prendre, prendre, prendre part au marché et puis récupérer les fruits de quelques années de collaboration. Non. Donc nous, on a proposé à nos partenaires de pouvoir déjà organiser et de pouvoir qualifier cette opération de séquestre. Donc on dit au notaire ou à l'avocat, les fonds, vous pouvez les virer à la Banque Odo, sur un IBAN, un compte spécifiquement ouvert, on vous assure que c'est un séquestre, et vous faites les mouvements de fonds dans le séquestre. Donc voilà, donc l'argent, il est toujours chez Numa, by Odo. Ça, c'est aujourd'hui à peu près 20% des cessions d'entreprise. 80% des cessions d'entreprise se font au travers d'une cession de parts sociales. Donc là, je ne vends pas le bar-restaurant, je vends la SARL qui détient dans ses actifs le bar-restaurant. Bon, là, la personne qui rédige le protocole de cession, puisque pour qu'il y ait cession, il faut un acheteur et un vendeur, eh bien le conseil de l'acheteur va dire au conseil du vendeur, écoute, j'estime que la société vaut 1 million d'euros, mais qu'on peut avoir des surprises au moment où on reprend la société, parce que quand on reprend la société, on reprend ses engagements. La totalité. La totalité de la responsabilité de la gestion qui a été faite auparavant. Alors que quand on rachète un fonds de commerce et qu'on laisse la société de côté, on rachète que la valeur du fonds. Et on ne rachète pas les créances fournisseurs. Voilà. Donc, on l'a laissé ça, c'est bien, on a laissé ça à la personne qui nous l'a cédé. Donc, quand on rachète, c'est plus engageant. Quand on rachète pas le bilan, on rachète un bilan, on rachète une société. Et donc là, le conseil de l'acheteur dit, écoute, s'il devait y avoir une dépréciation d'actifs, qu'on constate, du matériel qui n'a pas été bien entretenu, un compte client qui crée un gros préjudice, des prud'hommes de collaborateurs qu'on n'avait pas du tout prévu au niveau de l'étude, de l'audit de l'entreprise, bien nous estimons qu'on pourrait être dédommagé de, par exemple, 200 000 euros. Donc on a cédé cette société 1 million et on demande à son vendeur qu'en cas de réduction de la valeur des actifs, on a une garantie de passif. Et donc, ces 200 000 euros, il y a deux façons après de les exiger. Soit on prend une caution simple sur le patrimoine de la personne qui vous a vendu l'entreprise, mais s'il part faire le tour du monde des casinos et qu'il revient 2 ans après et qu'il n'a plus un sou, et que vous déclenchez, parce que cette garantie de passif, elle peut être exécutable sur 3 ans. C'est 3 ans, ouais. Voilà, on peut dire par réduction de tiers. Eh bien, on ne peut pas tourner à neuf. Donc, vous allez vous retrouver à pas pouvoir vous faire rémunérer cette clause. Vous ne pouvez pas l'exercer. Donc, les conseils des vendeurs, c'est une chose, mais les conseils des acheteurs disent, écoutez, on va faire que comme on travaille dans le bâtiment, tout le monde a entendu parler de ce qu'était une garantie décennale. Vous avez un entrepreneur qui vient chez vous, il vous fait de la plomberie, de l'électricité, il a une garantie décennale. Et s'il n'existe plus au moment où vous avez un pépin dans les 10 ans qui suivent les travaux, l'assureur sera là. vous apprenez la police d'assurance que vous avez dans votre dossier, vous contactez l'assureur, vous lui dites voilà, vous avez assuré quelqu'un qui a fait les travaux chez moi, il n'est plus là, débrouillez-vous, vous me devez indemnisation. Eh bien là, on va demander une garantie mise en place par un organisme bancaire de première signature. Comme ça, on est sûr que si, dans les 2-3 ans qui viennent, la personne n'est plus là, de toute façon, on a un blanc-seing, on a une garantie qui peut être à première demande, et où là, elle n'est pas négociable, elle est payable, exécutable dans les 48 heures, ou alors une caution, la divise solidaire, mais qui est contre-garantie par un engagement bancaire d'une banque de première signature. Alors, ce que je vous ai présenté, la banque Odo BHF, avec 3000 collaborateurs, triple B+, 21,8% de ratio de solvabilité, 1 milliard de fonds propres, presque 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on estime que c'est une banque de première signature. On peut le considérer, je pense. Oui, on peut le considérer. Quelqu'un qui me dirait le contraire, je lui demanderais de me donner les bilans du Crédit Agricole, les bilans du CMB, puisqu'on parle que des choses qu'on connaît ici. On ne parle pas du bilan de la BNP ou de la Société Générale, on n'a rien à voir. Mais on s'est dit qu'on allait apporter ce service-là aux conseillers en gestion de patrimoine. Et qu'avec ce service-là, ils allaient pouvoir faire un peu de prosélytisme et puis aller voir les professionnels du droit et du chiffre, ce que tu sais très bien faire. Et en leur disant, voilà, on ne va pas être simplement dépossédé de la relation commerciale au principe qu'il faut amener une garantie de passif, c'est encore
le banquier qui n'a pas forcément été de bons conseils durant toute la vie patrimoniale du client, qu'au moment où le client vend, c'est son bâton de maréchal, il est obligé de s'inféoder au bon vouloir donc du banquier. Donc là, on vous donne encore la possibilité Le moteur. le moteur et la possibilité de vous inviter au deal. Et quand ce deal-là, vous y êtes présent pour 3 belles raisons. 1, on revient sur l'externalisation, la discrétion sur le territoire, l'externalisation du prix. On n'a pas besoin de dire, si on a gagné au loto, il y a plein de gens qui ne veulent pas le dire. Il y a des entrepreneurs qui vendent des sociétés entre 1 et 10 millions d'euros sur des petits territoires dans nos régions, et qui n'ont pas envie que ça se sache parce qu'ils veulent vivre tranquille. Et puis souvent, l'entrepreneur breton, il a été très prudent, donc il a une gestion qui est relativement saine, des fonds propres importants. Il a fait une gestion de bon père de famille. C'est un peu logique. Il dormait déjà pas beaucoup parce qu'il était occupé au travail. Il voulait en plus dormir les peu d'heures qu'il avait de sommeil. Et donc, ces gens-là, ils veulent externaliser le deal, une discrétion. Que le protocole de cession qui a été signé, avec ses clauses confidentielles, elle soit pas lue par le chargé de clientèle qui le remet sur le bureau du responsable de l'agence, qui le remet sur le bureau du directeur du département. Et il y a 7 personnes qui ont lu que le Super U de tel endroit a été vendu à telle personne pour tel prix. Et que le directeur de magasin, il fait ses valises en septembre. Dis donc, je connais la belle-sœur du directeur du magasin. C'est un petit village. Voilà, tout le monde se connaît, on est à une poignée de main de tout le monde. C'est ce qui fait la force de votre réseau de vétérinaires de patrimoine, c'est que vous êtes proche de vos clients. Vous êtes proche, vous les accompagnez parfois dans leur cérémonie familiale, vous les accompagnez parfois dans des manifestations professionnelles. Vous êtes au contact de ces gens-là. Et vous êtes très dans l'interprofessionnalité et dans la réciprocité commerciale. Ça vous viendrait pas l'idée que votre expert comptable ne soit pas un client de votre cabinet. C'est le b.a.-ba. Voilà. Bon. Et donc, on a créé la garantie à la garantie de passif pour vous permettre de revenir avec un parchemin signé par 2 interlocuteurs, des gens adultes qui ont signé tous les 2 des choses, avec en annexe un paragraphe qui décrit la garantie de passif, qu'elle soit à première demande, qu'elle soit à caution, indivisible ou solidaire. Et nous, on n'écrit pas la musique, on la joue, on a un comité d'engagement, c'est un prêt en blanc, puis que dès qu'on utilise les fonds propres de la garantie externe d'une banque de première signature, nous, ça mobilise chez nous un engagement. Cet engagement-là, comme on paye une prime d'assurance pour une garantie décennale ou une dommage ouvrage, on va la chiffrer. On va dire, voilà, pendant les 3 prochaines années, les 200 000 euros, ou 300 000 pour être plus simple, ça fait 300 000 à tel coût pour la première année, 200 000 à tel coût pour la deuxième année, et 100 000 à tel coût pour la troisième année. Et ça, c'est quand vous aurez payé cette prime d'assurance, nous, on prend le relais. Et vous n'êtes plus responsable sur votre patrimoine, nous sommes responsables sur des fonds propres de la banque. Par contre, au cas où on est décaissé, c'est pas avec la prime d'assurance que vous avez payé qu'on va réussir à rentrer dans nos frais. Parce que si vous avez payé 0,5 de prime d'assurance annuelle, 200 000 euros à 0,5, ça fait 1 000 euros. Donc, on va quand même prendre une garantie, une sûreté, sur un bout du prix que vous avez reçu. Si vous avez reçu 1 million, que vous avez 200 000 euros de garantie en capital, nous, on va prendre une garantie sur 240 000 euros d'un placement sécuritaire qui va nous permettre de dire, toujours cette notion de pied de pilote, parce que si on a quelques OPCM qui ont des moments difficiles et qu'on est exercé, nous, on peut se garantir que dans notre bilan, on a équilibré un possible décaissement avec un possible remboursement de ce décaissement. Et bien ça, quand c'est bien fait, ça participe à la mise en place d'une offre bancaire unique où vous allez pouvoir dire à vos clients externalisation du deal, confidentialité, discrétion, habilité, agilité. On met une personne dédiée chez nous, toujours un process non industriel. On s'est encore fait les choses à la main. On met une personne dédiée qui, du début à la fin de la mise en place de l'opération, sera l'interlocuteur unique du collaborateur du cabinet de conseil qui a besoin de formaliser cette offre, de l'interlocuteur que tu pourrais être pour accompagner cette session. Et troisièmement, on n'en fait pas un métier de rentabilité, on en fait un métier d'équipement. C'est-à-dire qu'on rentre souvent par cette porte-là dans la vie qui n'est plus professionnelle mais qui devient patrimoniale du client et on est souvent assez souple sur les conditions tarifaires. Voilà. Donc, quand on a eu ces 3 arguments-là, on est tout à fait disposé à pouvoir discuter avec son client de garantie à la garantie de passif que la banque au dos
du fait aujourd'hui de ces X dizaines d'années d'exercice passés, a su faire un petit magot et a su gérer aujourd'hui, avec ses 3000 collaborateurs répartis sur 3 marchés domestiques. Le premier marché domestique, c'est l'Allemagne, avec 1600 collaborateurs. Le deuxième marché domestique, c'est la France, avec à peu près 800 collaborateurs. Et le troisième marché domestique, c'est la Suisse, avec 200 collaborateurs. Et le reste est réparti à peu près dans le monde pour ouvrir quelques bureaux, pour traiter. On traite de l'Asie à l'Oural, de l'Oural à l'Alaska. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, les 150 milliards de capitaux confiés par les clients de la banque à nos gestionnaires sur les 3 métiers de banque d'investissement, d'asset management et de wealth management. Ce qu'on appelle le wealth management, c'est la banque privée, la banque de gestion de fortune. Eh bien, vous, gestionnaire de patrimoine, vous êtes sur une pierre angulaire où vous êtes intéressé par la banque d'investissement. Si vous avez un gros client qui veut vendre et vous cherchez un mandat pour placer cette entreprise dans un groupe international européen, on a peut-être quelqu'un qui cherche dans ce domaine d'activité à renforcer sa présence. Donc, vous participez à la banque d'investissement, vous participez à l'asset management avec la structuration de produits, avec les OPCVM diversifiantes, et vous participez à la banque privée chez nous en ouvrant des comptes titres et en ayant accès à la garantie de crédit que peut être la garantie de passif, ou plus simplement le crédit fait à vos clients lorsqu'ils ont placé un peu d'argent chez nous et qu'ils ont des besoins ponctuels de trésorerie, au lieu de se dire « Ah, je me suis coupé de la relation bancaire que j'avais de longue date avec un ou deux banquiers, c'est pour ça que j'hésite à venir chez vous ou à venir chez Luma ». Sachez que nous, on accompagne aussi nos clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le package, la tripartite du package d'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine au niveau de la partie bancaire. Et puis on développe, et ça je ne vais pas y revenir, toute l'ingénierie patrimoniale adéquate. On peut vous aider à la mise en place à la consultation sur un pacte Dutreil, sur un acte de prévision de donation-partage. Voilà, donc on a une personne dédiée dans notre service commercial CGP. Je le connais particulièrement bien puisque j'ai fait une partie de mes études avec lui. C'est aussi un Breton, il s'appelle Bergotte, Philippe Bergotte. Et c'est quelqu'un qui est très disponible à partir du moment où on lui pose une question, et il va prendre le temps d'y répondre. Alors, il travaille plus dans la culture de l'écrit, donc souvent on formalise nos demandes comme on le fait avec un juriste. On essaie de lui donner un maximum d'informations et comme ça, il perd pas de temps à contourner les obstacles. Voilà, en tout cas, si j'espère avoir été clair, j'espère avoir pu traiter les 3 points qui étaient ceux qui étaient dans nos ambitions. Ouais. Présentation de la maison, parler de nos produits, des produits innovants. Ouais. Pourquoi quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on peut s'intéresser à l'offre de la banque Odo BHF. Et puis enfin, comment on peut vous accompagner sur une session d'entreprise et plus largement sur les mouvements qu'il y a dans le patrimoine global du client. Merci Sébastien de ton écoute. En effet, je vais conclure cet épisode déjà en te remerciant de ta venue, Goulven. Tu es le premier partenaire d'un épisode où j'ai souhaité justement interviewer l'ensemble de mes partenaires au sein du cabinet Luma Protection et Patrimoine. On a essayé de vulgariser en tout cas le maximum de choses, ce qui n'est pas toujours évident dans notre métier. Oui, donc je te remercie de t'être prêté au jeu. Il y a quelques gros mots qui ont été dits. Je me souviens avoir dit 2 ou 3 mots en anglais quand même. Mais ce qui est important, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de découvrir des belles enseignes, des experts, des savoir-faire derrière qui existent depuis des années, comme tu l'as souligné, et qui pour autant sont pas toujours connus de tous et qui peuvent être des solutions très pertinentes et innovantes et utiles dans nos métiers. Et à destination d'un plus large public que l'on peut penser. Ouais, complètement. Moi, des gens me disent des fois combien il faut pour ouvrir un compte chez Odo. Ouais. Quand je dis 0, on me dit mais comment vous gagnez votre vie? Mais je dis mais non, parce qu'on étudie des potentiels. On n'est pas là pour dire la barrière à l'entrée, elle est à temps. Voilà. Et ça, c'est notre métier de client d'abord. Donc on est des acteurs de niche. On aime bien venir là où ça fait du bien aux clients, là où ça gratte, là où on va pas trouver énormément de compétiteurs. Et ça, c'est la force. Métier de niche, équiper nos clients, les accompagner, les valoriser, et puis essayer que ça dure encore quelques centaines d'années. Voilà. Je pense que ça devrait pas être trop mal. Merci beaucoup. Merci encore, et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.